Donc j'ai intitulé mon talk 100 ans de tests de la relativité générale. Comme vous le savez, on fête cette année les 100 ans de la publication de la relativité générale qui a été publiée donc, par Albert Einstein, cet homme. Et ça fait 100 ans qu'on essaye de confirmer la relativité générale par des expériences. Et puis, plus récemment, on essaye en fait de contraindre des théories qui vont au-delà de la relativité générale, dites théories alternatives de la gravitation. Alors ce que je vais essayer de faire cet après-midi, c'est de faire un bref overview des différents tests de la relativité générale qui ont été réalisés dans le passé, et aussi donner quelques pistes des futurs tests que nous allons réaliser dans le futur. Alors, la présentation que je vais faire va s'articuler en fait en 5 points. Tout d'abord, je vais passer pas mal de temps sur une introduction où je vais rappeler quels sont les principes de base de la relativité générale, et également préciser quels sont les effets qui sont engendrés par cette théorie, en particulier dans le système solaire. Et je vais aussi passer un peu de temps à donner des motivations qui nous poussent en fait à aller chercher au-delà de la théorie de la relativité générale et à considérer des théories alternatives de la gravitation. Ensuite, je vais passer un petit peu de temps à énumérer les tests de la relativité générale qui sont réalisés au niveau du système solaire, avant de présenter en fait des tests un peu moins standards, ce que j'appelle ici au-delà des formalismes standards que nous sommes occupés à réaliser actuellement. Ensuite, je passerai un petit peu de temps à énumérer les différents projets futurs qui doivent arriver dans les années qui viennent. Alors, si on veut parler de la relativité générale, le mieux est de revenir un petit peu en arrière et de démarrer à partir de la théorie de Newton, de la gravitation, qui est quelque chose qui est généralement connu de la part du grand public. Donc dans la théorie de Newton, la gravitation est modélisée comme étant une force qui est attractive. Donc là, par ici, il y a une force qui s'exerce entre la Terre et la Lune, qui est proportionnelle au carré de la distance des deux objets. Et à l'époque, lorsque Newton a développé sa théorie, c'était une théorie qui était extrêmement prolifique. Elle a permis de faire un bon nombre de prédictions. En particulier, la prédiction de l'existence de la planète Neptune a été donc prédite par Le Verrier directement en accord avec la théorie de Newton. Même chose pour la prédiction de la réapparition de la comète de Halley. Cependant, même si cette théorie de Newton était extrêmement prolifique et marchait extrêmement bien, il y avait un certain nombre de problèmes, à la fois théoriques. Les problèmes théoriques sont liés au fait que cette force se propage de façon instantanée, donc là ça vient en fait contredire les lois de la relativité restreinte, qui dit que rien ne peut se propager plus vite que la vitesse de la lumière. Mais il y avait également des problèmes d'ordre observationnel, tels que certaines anomalies dans l'orbite de la planète Mercure. Ce qui a en fait poussé Albert Einstein, au début du siècle passé, à développer une théorie de la gravitation qui est complètement différente, puisqu'elle ne fait plus du tout appel à la notion de force, mais elle fait appel à la notion de courbure d'espace-temps et de géométrie courbe. Donc dans la théorie d'Einstein, on passe vraiment dans un nouveau paradigme où on modélise la gravitation comme étant une courbure de la géométrie autour de nous. Alors cette théorie a résolu les problèmes de la théorie de Newton, en particulier le problème de l'interaction instantanée, puisque en fait, la gravitation se propage sous forme d'ondes dans cette théorie, d'ondes de gravitation, à une vitesse qui est finie, qui est la vitesse de la lumière. Et cette théorie a permis de faire un bon nombre de prédictions qui étaient complètement nouveaux à l'époque. La déflexion de la lumière, le fait que le temps dépend maintenant du potentiel gravitationnel dans lequel on se trouve, le fait qu'on pouvait avoir des univers dynamiques, la présence de black holes, etc., etc. Et la plupart de ces prédictions se sont avérées exactes et ont été observées expérimentalement. Alors la théorie d'Einstein, elle se base sur deux principes fondamentaux, essentiellement, le principe d'équivalence d'Einstein et les équations de champ, les équations d'Einstein. Alors je vais passer rapidement en revue. Tout d'abord, le principe d'équivalence d'Einstein, en fait, il est illustré par cette figure-là, qui est une expérience de pensée. Alors, si on regarde la figure sur la gauche, vous avez une sorte d'ascenseur qui se trouve au milieu de l'espace intersidéral, au milieu de nulle part, avec un observateur, là, en l'occurrence Einstein, et cet ascenseur est accéléré vers le haut. Donc, si vous imaginez quand vous êtes dans un ascenseur qui accélère vers le haut, vous êtes... vous vous tenez dans l'ascenseur, et si vous lâchez des objets, ils vont tomber.
Si vous prenez le même ascenseur, mais que vous le mettez cette fois-ci dans un environnement autour par exemple de la Terre, dans un environnement dans lequel il y a de la gravitation, mais cette fois-ci l'ascenseur est au repos, l'observateur qui se trouve à l'intérieur va observer exactement les mêmes phénomènes. Donc si on a deux objets de masse différente ou de composition différente, ils vont tomber avec la même accélération. Merci. Et donc c'est vraiment une expérience de pensée qui permet de faire le lien entre ces deux situations, qui permet en fait d'arriver au principe d'équivalence d'Einstein. Alors d'un point de vue expérimental, le principe d'équivalence d'Einstein peut être testé par de trois façons différentes. Alors l'universalité de la chute libre, ça c'est la façon la plus standard et la plus connue de tester le principe d'équivalence. C'est ce qui est représenté sur cette figure-ci. Vous prenez deux objets de masse différente ou de composition différente et vous regardez s'ils tombent de la même façon dans un champ gravitationnel. Mais il y a également deux autres facettes du principe d'équivalence qui sont appelées l'invariance locale de position, qui stipule en fait que les lois de la physique elles sont indépendantes de l'endroit où vous vous situez, et l'invariance locale de Lorentz qui stipule en fait que les lois de la physique sont indépendantes de la vitesse à laquelle vous effectuez vos observations. Et donc il y a vraiment trois points différents à tester quand on veut tester le principe d'équivalence d'Einstein. Le premier est très connu, mais les deux autres sont également très importants. Alors d'un point de vue théorique, le principe d'équivalence d'Einstein a des implications très profondes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qui permet d'identifier les effets de la gravitation à la courbure de l'espace-temps. Alors d'un point de vue mathématique, la courbure de l'espace-temps, généralement, c'est encodé dans un objet qu'on appelle une métrique, qui est généralement notée G mu. Alors quand on parle de courbure d'espace-temps, généralement ça fait un peu peur aux gens, ils se disent « ouh là là, ça fait un peu science-fiction », mais en fait nous vivons sur une Terre qui est en fait un exemple d'espace qui est courbe. Si vous regardez la sphère dans l'espace, elle ne ressemble pas du tout à un plan, et la meilleure preuve qu'on puisse en faire, c'est que si vous prenez un triangle, la somme des angles ne fait pas 180 degrés comme on s'attend en géométrie en espace plat. Donc en fait les mathématiques qui sont derrière ne sont pas si étrange que ça. Alors en particulier, quand on identifie les effets de la gravitation avec cette métrique de l'espace-temps qui décrit cette courbure, on peut montrer que les objets, les masses TESS, elles suivent ce qu'on appelle des géodésiques, c'est-à-dire des lignes droites de ces espaces-temps courbes. De même, les horloges idéales, donc les horloges type horloge atomique, ce qu'elles mesurent en fait n'est rien d'autre qu'une quantité géométrique qui est le temps propre, qui est en fait un invariant de cette métrique. Alors on va revenir après un petit peu plus loin sur les tests expérimentaux du principe d'équivalence, mais je voulais mentionner ici qu'il y a de fortes motivations pour considérer des théories qui violent ce principe d'équivalence. Et là, je mentionne en particulier les théories des cordes, les théories Kaluza-Klein, donc c'est des théories à dimension supplémentaire, ou des théories dans lesquelles on fait varier les constantes fondamentales de la nature. Donc tout ça, sont des motivations vraiment théoriques qui nous pousse en fait à essayer de tester ce principe et essayer de trouver une déviation par rapport à ce principe. Alors le principe d'équivalence, ce n'est uniquement que le premier bloc, la première partie de la théorie d'Einstein. La seconde partie provient des équations de champ. Alors le principe d'équivalence, je répète, ça nous permet d'identifier les effets de la gravitation avec une métrique. Maintenant, il faut spécifier quelle est la forme de cette métrique. Et donc la forme de cette métrique, en fait, elle est donnée, je pense que ce sera quasiment la seule équation de cet exposé, mais donc une équation très importante, en résolvant cette équation-ci, qui sont en fait les équations de champ. Alors de façon un petit peu imagée, en fait, on peut représenter cette situation par ce petit dessin-ci. On peut imaginer par exemple qu'une masse telle que la Terre vient en fait déformer l'espace-temps, et donc pour comprendre comment cet espace-temps est déformé, il faut résoudre en fait ces équations-ci. Et donc ça, c'est vraiment la solution des équations d'Einstein qui vient nous déterminer la forme de la métrique. Et ensuite, en contrepartie, les objets qui évoluent dans cet espace-temps vont suivre des lignes droites, mais des lignes droites qui sont maintenant dans un espace courbe, et vont, par exemple, telle la Lune, orbiter autour de la Terre. Donc ça, c'est vraiment les deux principes qui fondent les bases de la théorie d'Einstein. Alors, qu'est-ce que cette théorie prédit au niveau du système solaire, et comment peut-on tester cette théorie au niveau du système solaire? C'est vraiment les deux questions auxquelles je vais m'atteler pour le reste de la présentation. Alors il y a différents effets. Le premier concerne la relativité du temps. Alors j'ai essayé de prendre un exemple ici très
très simplifié pour expliquer ce concept. L'idée est de prendre deux horloges que l'on met dans des lieux différents dans l'espace-temps. Donc ici, on met une horloge par exemple au pied de la tour Eiffel et l'autre au sommet de la tour Eiffel. Elle se situe dans des champs gravitationnels qui sont légèrement différents. Ensuite, on demande à cet observeur, ici au pied de la tour Eiffel, d'envoyer un signal, par exemple, chaque minute vers le haut de la tour Eiffel. Et on demande à l'observateur qui est là au-dessus, donc par exemple à Alice, de mesurer quel est l'intervalle de temps entre chaque signal. Donc, cet observateur envoie des signaux toutes les minutes, et là au-dessus, elle reçoit des signaux, et on lui demande de mesurer sur son horloge quel est l'intervalle de temps entre chaque signal. Et en fait, la théorie de la relativité générale prédit que l'intervalle de temps qui sera mesuré là au-dessus sera plus long. Et donc, nous avons une relativité du temps. Donc l'échelle de temps maintenant locale qui est fournie par des horloges dépend du lieu où on se trouve. Alors ça a une application qui est tout à fait cruciale pour les GPS. Si on ne tient pas compte de ce type de correction, les GPS que vous utilisez probablement quotidiennement pour vous orienter, ce ne pourrait pas être précis de plus de 10 km par jour, donc ce serait complètement inutile. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe dans le GPS, c'est tout simplement des satellites qui orbitent autour de la Terre, qui envoient leur temps sous forme de signaux électromagnétiques que nous recevons sur Terre et que nous comparons avec notre temps à nous. Et donc si on ne tient pas compte de cette différence de temps, puisque ces satellites là au-dessus, les horloges qui sont dans ces satellites là au-dessus n'évoluent pas à la même fréquence que les horloges sur Terre. Si on ne tient pas compte de cette différence, le GPS tel que nous le connaissons ne pourrait pas fonctionner. Donc ça c'est vraiment une application directe de la théorie d'Einstein. Une autre implication qui est très importante dans tout ce que nous réalisons au niveau du système solaire, c'est qu'il faut bien faire la différence entre le temps propre, qui est le temps qu'on mesure avec une horloge, donc c'est des temps qui sont donnés par des horloges sur Terre ou dans des satellites au niveau du système solaire, avec le temps coordonné dans lequel nous intégrons en fait les équations du mouvement, les équations des planètes et ce genre de choses. Il y a vraiment des différentes échelles de temps qu'il faut corriger de façon quotidienne et on réalise ça de façon standard dans les analyses de missions spatiales pour faire la différence entre le temps qui est donné par les horloges qui sont dans les différents satellites et les temps coordonnés tels que nous les utilisons pour intégrer des équations du mouvement. Alors au-delà de cette relativité du temps, il y a d'autres aspects de la théorie, d'autres prédictions de la théorie de la relativité générale qui peuvent être observées en particulier dans le système solaire, en particulier en ce qui concerne la dynamique orbitale. Donc je l'ai mentionné il y a quelques slides, la théorie de Newton ne permettait pas d'expliquer les observations de la trajectoire de Mercure. Et en particulier, il a été réalisé que la trajectoire de Mercure précesse légèrement. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas d'une ellipse telle que c'est représenté ici en rouge, mais que cette ellipse bouge un petit peu dans le temps et elle ce qu'on appelle précesse. Alors cette précession est tout à fait expliquée dans le cadre de la relativité générale. Donc les observations à la fin des années 1900 indiquait une précession qui est de l'ordre de 43 secondes d'Art par siècle. Et la prédiction de la relativité générale est en fait tout à fait en accord avec ces observations. Et donc ça, c'était le premier grand succès expérimental de la relativité générale, dès 1915, qui a été de permettre d'expliquer l'avancée du périhélie de Mercure. Alors, une autre conséquence qui n'a ici rien à voir avec la dynamique orbitale, mais qui a à voir avec la propagation de la lumière. Dans la théorie de la relativité générale, la lumière suit aussi des géodésiques, donc des lignes droites dans ces espaces-temps courbes, et donc la lumière est déviée, comme on le voit sur cette image-ci. Donc, quand on observe par exemple une étoile lointaine, on a l'impression de l'observer dans une certaine direction, mais pour peu qu'il y ait une masse telle que le Soleil entre nous et cette étoile, en fait le rayon électromagnétique va être dévié et il peut arriver des cas où on a des situations, je vais dire, tout à fait spectaculaires, où la même étoile peut émettre un rayon différents rayons qui vont atteindre le même observeur, ici la Terre, mais qui vont être déviés par différents
différents côtés en fait, de la masse. Et c'est ce qui est représenté ici. En fait, il s'agit ici d'une image d'un seul quasar qu'on voit en fait 4 fois parce qu'au milieu il y a une galaxie. Donc les rayons lumineux sont déviés et nous les observons sur Terre 4 fois. Mais il s'agit 4 fois en fait du même quasar que nous observons par différents trajets. Donc ça a été détecté pour la première fois en 1919 durant une éclipse de Soleil. Alors, en ce qui concerne la propagation de la lumière, il y a d'autres effets particulièrement importants dans le cadre du système solaire qui sont reliés à ce qu'on appelle le range et le Doppler. Donc en fait, quand on essaye de guider les sondes spatiales, on envoie des signaux électromagnétiques, on mesure plutôt le temps que ces signaux mettent pour aller de la Terre jusqu'au satellite, et on mesure également le décalage en fréquence de ces signaux électromagnétiques. Et ce qui se passe, c'est que lorsque les signaux électromagnétiques, donc la lumière, passent dans une zone où le champ gravitationnel est relativement fort, le temps qui est mis par ce signal est allongé. Donc c'est ce qui est représenté en fait sur ce graphe-ci. Donc vous pouvez imaginer ici qu'on est sur Terre, on envoie un signal sur par exemple Mars ou sur une sonde qui orbite autour de Mars. Et puis à un certain moment, les trajectoires par exemple de Mars font que le signal va passer tout près du Soleil. Et bien, ce qui se passe, c'est que le temps de trajet, alors en théorie newtonienne, on s'attendrait à ce qu'il soit relativement constant. Et bien là, tout d'un coup, il y a un pic qui provient tout simplement d'un effet relativiste, qui provient du fait que le signal électromagnétique ici est passé près du Soleil. Et nous avons en fait la même chose au niveau du Doppler, au niveau des vitesses. On a une modification du Doppler qui est en fait tout à fait liée à cet allongement du temps de parcours des photons. Alors tous ces effets, ils ont été observés dans le système solaire avec une précision incroyable, et on y reviendra dans quelques slides. On a besoin d'en tenir compte dans toutes les missions spatiales que l'on lance de nos jours, que ce soit du GPS, que ce soit les missions d'exploration martienne autour de Jupiter, Saturne, etc. Et donc, la relativité générale fonctionne de façon parfaite au niveau du système solaire. Alors la question évidemment qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on continue à la tester et pourquoi est-ce qu'on continue à chercher pour des déviations de cette théorie? Alors pourquoi des théories alternatives? En fait, il y a deux grandes classes de motivation pour considérer des théories alternatives. Les deux premiers points ici sont des considérations qui sont d'ordre théorique. Donc le premier point qui est mentionné ici concerne la recherche d'une théorie quantique de la gravitation. Donc, la théorie de la relativité générale d'Einstein est une théorie qui est classique et qui pose certains problèmes lorsqu'on essaye de la quantifier. Et on s'attend à ce qu'à haute énergie, il y ait des effets quantiques qui deviennent importants, donc, notamment pour comprendre ce qui se passe proche ou dans les trous noirs et aussi aux premiers instants de notre univers. On aimerait avoir une théorie qui puisse allier la théorie quantique et la théorie classique vers la gravitation, mais telle quelle, la théorie classique ne peut pas être quantifiée. Donc, il y a pas mal de théoriciens qui travaillent actuellement au développement d'une théorie quantique de la gravitation qui étendrait la relativité générale. Dans le même ordre d'idées, il y a pas mal de théoriciens qui essayent de développer une théorie qui unifierait toutes les interactions fondamentales. Donc je parle ici de la gravitation, mais il faut savoir qu'il y a aussi tout le modèle standard des particules, donc les interactions faibles, fortes et électromagnétiques, qui sont très bien unifiées. Ces trois interactions sont très bien unifiées entre elles. Et donc il y a des gens qui essayent d'unifier ce modèle standard des particules avec la gravitation, et là aussi ça produit des déviations. Et ensuite, on a des observations qui, au niveau cosmologique et galactique, ne peuvent pas être expliquées telles quelles par la théorie de la relativité générale. Et alors ce qui est fait généralement, c'est d'introduire deux composants, la matière noire et l'énergie sombre, dark matter et dark energy, pour permettre d'expliquer ce type d'observation. Alors ces deux types de matière n'ont pas été observés directement jusqu'à présent. Il y a pas mal de recherches, en particulier maintenant au LHC, pour détecter la matière noire, mais jusqu'à présent, ce n'est pas fructueux. Et donc pas mal de gens croient aussi que ça pourrait être une indication d'une déviation de la relativité générale qui se manifesterait à des grandes échelles. Donc ici, vous voyez un graphe de camembert. En fait, la partie la plus importante du contenu énergétique de notre univers tient forme de dark energy, alors que la partie restante est composée essentiellement de matière sombre. Donc en fait, ce qu'on connaît vraiment bien dans notre univers, c'est cette petite partie-ci, c'est-à-dire finalement pas grand-chose. Alors je voulais juste donner quelques idées d'observations qui nous
pousse à introduire de la matière noire ou de l'énergie sombre ou à modifier la gravitation? Alors tout d'abord, au niveau galactique, on observe les courbes de rotation des galaxies, c'est-à-dire on observe comment est-ce que la matière tourne autour du centre galactique. Et là, si on prend un modèle standard de gravitation de la relativité générale, ou même newtonien, là, on obtient quelque chose qui ressemble à la courbe bleue. Cependant, on observe, en fait, les observations nous indiquent que c'est plutôt quelque chose du type qui ressemble à la courbe noire, et donc c'est pour ça qu'on introduit des composants de matière noire. Au niveau cosmologique, il faut aller considérer les observations des supernovae. Donc les supernovae sont des espèces de grosses explosions qui se produisent dans notre univers et qui sont extrêmement bien calibrées. Donc ce sont on appelle ça des chandelles standards dans notre univers. Et donc on peut avoir une idée très précise de la distance à laquelle elles se trouvent. Et donc ici, ce que vous avez, c'est que on a représenté en fonction du redshift, donc en fait en fonction du décalage en fréquence, le module de distance en fait de différentes supernovae. Et on essaie d'expliquer ça par les modèles, des modèles cosmologiques divers. Et en fait, les modèles où on introduit uniquement de la matière ne permettent pas de reproduire les observations, en particulier à haut redshift. Et donc il faut introduire là non seulement de la matière, mais aussi de l'énergie sombre qui permet en fait de produire une accélération de l'expansion cosmique. Alors ça a valu un prix Nobel qui a été attribué en 2011. Ensuite, au niveau du CMB, donc le Fonds diffus cosmologique, donc c'est un rayonnement qui remplit notre univers et qui a été observé à de nombreuses reprises, en particulier par le satellite COBE, puis plus tard par WMAP et très récemment par le satellite Planck. Donc on prend en fait des photos de ce fond diffus dans notre univers, et ce qu'on observe, c'est que la température de ce fond était extrêmement constante, de l'ordre de 2,7 Kelvin, donc c'est extrêmement froid. Et ensuite, il y a des toutes petites variations de température, ce qui est représenté ici par les différentes couleurs, mais c'est de l'ordre de 10-5, donc c'est vraiment infime. Et en fait, en analysant ces fluctuations de température, on peut en dériver des informations sur le contenu de notre univers. Et là aussi, ça montre que nous avons besoin de matière sombre et d'énergie sombre. Donc voilà différents types, la liste évidemment n'est pas exhaustive, d'observations qui nous permettent de conclure qu'il faut soit ajouter de nouveaux composantes, que ce soit l'énergie sombre ou la matière noire, soit modifier la gravitation pour expliquer ce type d'observation. Et donc on a de fortes motivations aujourd'hui pour aller au-delà de la théorie de la gravitation développée par Einstein, au-delà de la relativité générale, et on continue donc à tester la théorie de la relativité générale. Alors en particulier au niveau du système solaire, on a ici un laboratoire qui est excellent pour tester la relativité générale, puisqu'on fait des mesures qui sont extrêmement précises au niveau du système solaire. Alors, comme je l'ai mentionné dans mes slides au début de cette présentation, il y a deux piliers vraiment sur lesquels est bâtie la relativité générale. Le premier, c'est le principe d'équivalence, et donc je vais commencer par les tests du principe d'équivalence, et comme je l'ai dit, il y a trois facettes à ce principe d'équivalence. Le premier est l'universalité de la chute libre, donc vous prenez deux objets, vous regardez s'ils tombent de la même façon. Et donc ce qu'on essaie de mesurer, évidemment, c'est une différence d'accélération en fait, entre deux objets de composition différente. Alors là, aujourd'hui, les deux expériences les plus performantes à ce niveau-là proviennent d'une part de ce qu'on appelle le tir au laser sur la Lune. Donc ici, vous voyez c'est la station Apollo qui tire au laser sur la Lune. Donc on mesure vraiment précisément la distance qui nous sépare de la Lune. Ça, c'est des mesures qui ont été réalisées depuis 1969. Et comme je le mets ici, actuellement, on mesure la distance Terre-Lune avec une précision de l'ordre du centimètre, donc c'est tout à fait remarquable. Et en analysant la trajectoire de la Lune en fait, autour du Soleil, en fait, on regarde ces deux objets de composition différente, de quelle façon est-ce qu'ils tombent dans le champ gravitationnel du Soleil, qui est encore plus fort. On peut tester le principe d'équivalence, et on peut le tester aujourd'hui à l'ordre de 10-13. Donc c'est vraiment un test qui est fantastique, 13 décimales correctes. Alors, l'autre test, qui est d'une nature tout à fait différente, provient des tests en laboratoire. On regarde en fait des balances à torsion qui nous permettent en fait de mesurer de façon très précise une accélération différentielle entre deux objets différents. Et là aussi, on atteint des tests qui sont aujourd'hui à l'ordre de 10-13, donc c'est vraiment des tests qui sont très très impressionnants. Alors là, je parle de deux tests du principe d'équivalence qui se font entre des objets macroscopiques, c'est-à-dire qu'on prend des objets qui sont de l'ordre de la taille
de taille macroscopique, donc de taille humaine ou même gigantesque. Récemment, les gens se sont demandé, tiens, est-ce qu'en fait des objets microscopiques, des objets qui suivent en fait les lois quantiques de la gravitation, est-ce qu'ils ressentent la même accélération dans un champ gravitationnel? Et donc les gens se sont posé la question de savoir est-ce que l'universalité de la chute libre entre un objet microscopique et macroscopique est toujours valide. Et on a aujourd'hui des contraintes qui sont au niveau de 10-9, donc c'est un peu moins précis que ce qu'on a entre deux objets macroscopiques. Et même chose entre deux objets microscopiques. Est-ce que deux objets microscopiques ressentent la même accélération dans un champ gravitationnel? Et donc ça, c'est fait en utilisant ce qu'on appelle des interféromètres atomiques. Ensuite, on peut même aller plus loin, on peut se dire, mais est-ce que l'antimatière tombe de la même façon que la matière tombe? Si la théorie de la relativité générale est valide, ça devrait être le cas. Alors c'est un test qui est évidemment extrêmement difficile à faire, puisque l'antimatière elle a tendance à se désintégrer à la rencontre de matière, donc il faut essayer d'aller mesurer comment tombe par exemple de l'antihydrogène, et c'est une expérience qu'ils sont en train de réaliser actuellement au CERN. Et ensuite, un dernier point qui est aussi extrêmement récent, donc ça date de l'an passé. Les gens se sont demandé si, en fait, des atomes avec des différents spins, qui est une propriété microscopique, tombent de la même façon. Est-ce qu'à ce niveau-là, il ne pouvait pas y avoir des différences qui pourraient apparaître? Et au niveau théorique, c'est aussi des résultats qui sont très intéressants. Donc, comme on le voit, au final, l'universalité de la chute libre, ce n'est pas quelque chose de si facile que ça. Il y a vraiment différents types de tests qui peuvent être réalisés. Et finalement, le dernier test qu'on pourrait se demander, si on introduit de la matière noire, on peut se demander, et on a le droit de se demander, si elle tombe de la même façon que la matière standard. Donc, c'est-à-dire, si je prenais par exemple une pomme qui serait faite de matière noire, est-ce qu'elle tombe de la même façon que la pomme de Newton? Et donc là, en fait, c'est évidemment un test qui est extrêmement difficile à réaliser, puisqu'on n'a jamais détecté de façon directe la matière noire. Mais en fait, il y a des propositions qui ont été développées par différents scientifiques ici français, de modèles théoriques qui en fait prédisent une violation de l'universalité de la chute libre à ce niveau-là. Donc en fait, je ne vais pas rentrer de nouveau dans les détails, mais en fait ce qui est mis ici en bleu, ce qu'on montre, c'est que la matière standard, donc la matière qui nous entoure, elle suit en fait les géodésiques standards, donc elle ne viole pas le principe d'équivalence, alors qu'en fait ici, on introduit un couplage très particulier pour la matière noire qui viole le principe d'équivalence. Alors en plus, ce type de modèle a des propriétés très intéressantes, puisqu'elles expliquent de façon tout à fait naturelle l'accélération de l'expansion de l'univers. On n'a plus besoin d'introduire de dark energy. Et donc ce qu'on essaye de faire, c'est de contraindre ce type de violation en fait, de façon indirecte, et c'est au niveau galactique qu'actuellement on est occupé à chercher des signatures qui seraient produites par ce type de violation. Alors l'universalité de la chute libre, ce n'est qu'un seul point du principe d'équivalence. Comme j'ai dit, il y a aussi deux autres points qui sont souvent oubliés dans le principe d'équivalence, en particulier l'invariance locale d'opposition. Donc on essaye de tester si les lois de la physique sont indépendantes du lieu où on se trouve. Et là en particulier, les tests de ce principe se réalisent avec des horloges atomiques très précises. On place deux horloges dans des champs gravitationnels différents. Donc là je reprends mon image un petit peu naïve, et on regarde si en fait la différence de fréquence qu'on observe, donc le fait que ces deux horloges ne battent pas à la même fréquence, si elle est bien liée exactement à la différence de potentiel qui sépare les deux objets. Alors, ce principe a été testé dans les années 70 avec une précision de l'ordre de 10.5, avec 5 chiffres significatifs. Et dans le futur, on va voir qu'il y a différentes propositions et différentes missions qui vont voler, qui vont permettre d'améliorer ce type de test, et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, dans les années, donc, en fait, en 70, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis en fait une horloge sur ce type de fusée. Une horloge qu'on a gardée sur Terre, on a fait communiquer les deux horloges. Et donc on a pu tester cette différence en connaissant donc évidemment précisément l'orbite de cette roquette. On a pu tester en fait donc ce redshift gravitationnel avec une précision donc, de l'ordre de 10-5, donc 10
0,01%, ce qui était pour l'époque très très impressionnant. Mais alors il y a d'autres façons de tester si les lois de la physique sont indépendantes de l'espace et du temps, c'est de regarder si les constantes de la nature sont réellement constantes, en particulier la constante de structure fine qui régit l'interaction électromagnétique. Si les lois de la nature sont indépendantes de l'espace et du temps, elles devraient être la même partout et tout le temps. Et donc le type de mesure qui est réalisé en particulier au CIRT à l'Observatoire de Paris, c'est de regarder comment différentes horloges atomiques très précises se comportent dans le temps et essayer de voir si on peut contraindre des variations en fait, de la constante de structure fine, donc des variations de l'électromagnétisme vis-à-vis du temps. Et donc on obtient des contraintes qui sont aussi très très impressionnantes. Alors la dernière partie du principe d'équivalence, et je vais passer très rapidement dessus, qui est l'invariance locale de Lorentz. Donc là, ce qu'on cherche à contraindre, c'est de voir si les différentes lois de la physique sont les mêmes, quelle que soit la vitesse à laquelle on réalise les expériences. Et donc en particulier, on teste si la vitesse de la lumière est réellement constante. Et ensuite, il y a un formalisme théorique très très complet et très exhaustif qui permet de tester ce principe à lui-même. Et c'est vraiment un sujet en soi, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais là aussi, l'invariance locale de Lorentz est testée avec une grande précision. Donc jusqu'à présent, les tests du principe d'équivalence sont tout à fait satisfaisants avec la théorie d'Einstein et il n'y a aucun problème. Mais le principe d'équivalence ne représente uniquement que la première partie de la théorie d'Einstein. La seconde partie concerne ce qu'on appelle la dynamique gravitationnelle, donc en fait venir tester les équations d'Einstein ou la forme de la métrique. Et là, jusqu'à présent, il y a essentiellement deux formalismes qui ont été utilisés jusqu'à présent, de façon tout à fait extensive. Le premier est connu sous le nom de formalisme post-newtonien paramétré, PPN, où en fait on vient paramétriser la métrique de l'espace-temps avec un certain nombre de paramètres sans dimension. En fait, il y en a une dizaine, ici j'ai juste représenté les deux principaux, qui permettent en fait de venir tester la théorie de la gravitation. Donc en relativité générale, par exemple, ces deux paramètres prennent la valeur 1, l'unité. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est essayer de voir avec des observations si ces paramètres sont différents de 1 ou pas. Et donc, s'ils sont différents de 1, on a une preuve d'une déviation de la théorie de la relativité générale. Et donc, ces deux paramètres, par exemple bêta et gamma, mais comme je le dis, il y en a une dizaine en fait au total, ont été contraints par des expériences diverses et variées, en particulier dans le système solaire. Alors l'autre formalisme qui a été utilisé de façon tout à fait extensive jusqu'à présent, en fait, il est motivé par le modèle standard, c'est de considérer une modification, en fait, ici du potentiel même de Newton, donc le potentiel de Newton est en 1 sur R, qui prend la forme d'un potentiel du type de Yukawa. Donc on a ici une interaction qui serait massive et qui est donc paramétrisée par ces deux paramètres-ci, une nouvelle longueur d'interaction et une nouvelle force d'interaction. Et donc les gens ici, je dirais depuis 50 ans, se sont vraiment attelés à améliorer les contraintes expérimentales et observationnelles que nous avons sur ces différents paramètres. Par exemple, si je prends le premier paramètre, le paramètre gamma, aujourd'hui nous avons une contrainte qui est de l'ordre de 10-5. Ça veut dire que la relativité générale au niveau du paramètre gamma est valide avec une précision de 10-5, ce qui est très très impressionnant, et par différentes observations. Alors j'ai commencé par cette observation-ci, qui est l'observation en fait de la sonde Cassini, donc, qui a été réalisée donc, en particulier au JPL. Donc, la sonde Cassini ici se trouve entre Jupiter et Saturne. Donc, c'est une sonde qui a orbité autour de Saturne pendant une dizaine d'années. En 2003, elle se trouvait entre les deux planètes. Et à ce moment-là, lorsqu'on a envoyé le signal électromagnétique, il se trouve que le Soleil se trouvait sur la trajectoire du signal électromagnétique, ce qu'on appelle en fait une géométrie de conjonction. Et donc, en calculant ce délai supplémentaire et en mesurant ce délai supplémentaire qui est produit par la présence du Soleil, on peut en fait contraindre ce paramètre post-newtonien gamma avec une précision de l'ordre de 10-5.
Donc ça, c'est la meilleure contrainte qu'on ait actuellement, mais il y a d'autres contraintes qui proviennent en particulier des trajectoires des planètes. Donc en considérant toutes les planètes dans le système solaire, on peut obtenir des contraintes qui sont aussi très, très intéressantes. Et aussi une contrainte qui a été également réalisée au CIRT, à l'Observatoire de Paris, c'est de regarder des observations de type VLBI, Very Large Baseline Interferometry. Donc là, on regarde en fait la déflexion de la lumière qui provient de quasars très lointains pour également contraindre ce type de paramètres gamma. Alors le second paramètre qui intervient donc dans le formalisme post-newtonien paramétré, le paramètre bêta, est un petit peu plus délicat à mesurer parce que c'est un paramètre en fait ici qui vient caractériser la non-linéarité des équations d'Einstein. Et donc c'est un paramètre qui joue essentiellement sur la dynamique orbitale des corps dans le système solaire. Et donc ici en fait on a quatre contraintes. La première qui est en fait la contrainte historique de Shapiro qui dérive d'observation de la planète Mercure. Et ensuite trois contraintes, en particulier cette contrainte-ci qui provient des éphémérides françaises INPOP. Donc en fait les éphémérides se chargent de construire de produire les trajectoires de toutes les planètes dans le système solaire à partir de diverses observations. Et en fait, en ajoutant des termes supplémentaires, on peut contraindre les théories de type relativité, extension de la relativité générale. C'est ce qui est réalisé avec ce paramètre post-newtonien bêta. La grosse difficulté avec les éphémérides, c'est qu'il y a un grand nombre de paramètres qui entrent en jeu. En particulier, on a des corrélations qui interviennent, en particulier avec le J2 du solaire, donc le fait que le Soleil ne soit pas sphérique. Et alors ici, donc la première contrainte, elle provient donc de Mercure, c'est des éphémérides. La seconde contrainte provient des éphémérides américaines, la dernière des éphémérides françaises. Et ici au milieu, nous avons une contrainte qui provient du tir au laser sur la Lune. Et donc là aussi, en fait, on regarde comment est-ce que le paramètre post-newtonien bêta va venir influencer sur la trajectoire de la Lune en utilisant ce type d'observation. Finalement, au niveau du formalisme de cinquième force, donc j'ai dit on cherche là une déviation de la relativité, enfin du potentiel de Newton là même, qui prend la forme d'un potentiel de Yukawa qui est paramétrisé par ces deux paramètres alpha et lambda. Et en fait, ce qui est représenté sur ce graphe-ci, c'est toutes les régions qui sont exclues par les observations actuelles. Donc vous voyez que nous avons de nouveau des observations de type vers Mars, des observations de type planétaire. Les observations vers la Lune, de tir au laser sur la Lune, réapparaissent également à ce niveau-là. Des observations de type Lageos, donc ce sont des satellites qui sont en orbite autour du système solaire. Et ensuite, nous avons des observations qui sont réalisées dans les laboratoires sur Terre. Alors, les contraintes sont de nouveau très bonnes. Ici, on a l'ordre de 10-10, à deux exceptions près, à très large distance et également à très courte distance. Alors, à très courte distance, il y a une communauté entière qui essaye d'améliorer ces contraintes au niveau expérimental. C'est quelque chose de réellement difficile à faire. Et en particulier, on a des motivations très fortes pour aller contraindre ce genre de région de l'espace des paramètres qui proviendrait de théories aux dimensions notamment supplémentaires. Alors ça, c'est une rapide revue de ce qui est disponible actuellement au niveau du système solaire comme test de la théorie de la gravitation. Est-ce que c'est suffisant ? Alors la réponse, évidemment, sinon je ne serais pas là, non, on n'est pas satisfait de ces tests actuellement. On a toujours des motivations pour continuer à améliorer ces tests. En particulier, on a toute une série de théories qui ont été développées pour différentes raisons et qui prédisent des déviations qui sont plus petites que les tests actuels. Et donc il y a des tests pour le futur, en particulier la mission Gaia qui a été lancée donc, en décembre dernier, devrait mesurer le paramètre post-newtonien à l'ordre de 10-6. La mission BepiColombo qui devrait être lancée vers Mercure en 2017 devrait encore améliorer ces paramètres post-newtoniens. Et ensuite on a des propositions de type mission astrométrique par exemple qui permettent d'augmenter ces paramètres de façon assez impressionnante. Alors ça, c'est les tests standards de la gravitation tels qu'ils sont réalisés jusqu'à présent. Ce sur quoi nous sommes occupés à travailler actuellement, c'est d'essayer d'aller voir un petit peu au-delà de ces tests standards. Alors pourquoi aller au-delà de ces tests standards ? Ici, je vais donner quelques motivations. Ici, dans les 4 cases qui sont représentées ici, j'ai pris 4
proposition de théories alternatives à la gravitation ou proposition de phénoménologie alternative de la gravitation qui ont été développées dans la littérature par différents scientifiques. Donc ici, je ne vais pas rentrer en détail. Post-Einsteinian Gravity, donc c'est une phénoménologie qui a été développée dans le but d'essayer de jalonner la voie vers une théorie quantique de la gravitation. Standard Model Extension, c'est une théorie qui essaye d'introduire des violations de l'invariance de Lorentz au niveau de l'action. FabFour sont des théories qui ont été développées dans un contexte cosmologique pour expliquer justement en particulier l'énergie sombre, et des théories MOND, j'en reviendrai un petit peu plus loin dans ma présentation, qui ont été développées en fait pour expliquer certaines observations au niveau galactique. Mais le point essentiel ici que je veux faire passer, c'est qu'en fait toutes ces théories-là, elles ne sont pas contraintes par les tests actuels, parce qu'elles ne rentrent pas en fait dans les formalismes standards qui ont été utilisés jusqu'à présent, les formalismes de type PPN ou de cinquième force. Ce qui veut dire qu'au niveau du système solaire, dans ce type de théorie, on a actuellement très peu de contraintes. Et donc là, il y a de plus en plus de gens qui commencent à s'intéresser à ce type de théories qui vont au-delà des formalismes standards, qui sont développés dans des buts très précis et bien motivés, et essayer de les contraindre au niveau du système solaire. Alors c'est quelque chose sur lequel j'ai eu la chance de travailler en particulier lorsque j'étais au Jet Propulsion Laboratory, où nous avons considéré en fait une théorie très particulière, une théorie de type MOND. Alors juste pour mentionner brièvement en quoi consiste la théorie MOND. La théorie MOND en fait a été développée en fait pour expliquer certaines observations galactiques. Donc il y a certaines observations galactiques qui doivent être expliquées en introduisant de la matière noire. Ici en particulier un scientifique du nom de Milgrom s'est dit oui, mais si j'introduis pas de matière noire et que je modifie un petit peu la loi de gravitation de Newton, je peux expliquer ces courbes de rotation galactique. Donc c'est une proposition qui est certes intéressante. Elle introduit en fait une fonction dans la théorie qui est complètement arbitraire, qui doit avoir en fait ce type de régime pour permettre de retrouver en fait au niveau du système solaire un comportement tout à fait standard, et pour retrouver au niveau galactique en fait un comportement qui est appelé de type mondien. C'est quelque chose qui fonctionne de façon étonnamment bien au niveau galactique. Donc ici, ce qui est représenté, en fait, c'est des observations de courbes de galaxies. Et vous voyez ici un fit d'une théorie MOND qui passe dans ces courbes-là. Et donc il y a toute une série de phénoménologies qui a été développée au niveau galactique, en particulier Benoît Famet de l'Observatoire de Strasbourg est un expert là-dedans. Et donc la phénoménologie MOND marche admirablement bien au niveau galactique. Mais on s'est rendu compte il y a quelques années que ça produisait aussi quelques effets au niveau du système solaire, et en particulier un effet qui a été appelé l'effet de champ externe, qui est paramétrisé par un paramètre ici appelé Q2. Et donc ce que nous avons cherché à faire, c'est à utiliser en fait ces données Cassini, donc la sonde Cassini lorsqu'elle était autour de Saturne, donc elle est restée une dizaine d'années à orbiter autour de Saturne, pour contraindre ce type de théorie. Et donc là, c'est la première fois que en fait, des théories qui ne rentrent pas dans les formalismes standards ont été considérées au niveau de l'analyse directe des données de missions spatiales. Alors les résultats sont assez intéressants, puisque donc on obtient une contrainte sur ce paramètre Q2, qui est donné ici par ce chiffre-ci. Mais en fait, le vrai résultat intéressant, c'est que dans je dirais dans le zoo des fonctions mu qui ont été développées par les gens qui font la dynamique galactique, cette contrainte permet d'en éliminer un grand nombre. Comme on peut le voir sur ce tableau, toutes les cases qui sont barrées sont en fait éliminées. Donc en fait, on se situe ici entre 1.5 et 3. Alors, on n'exclut pas tout à fait les théories MOND, mais ici on voit que le système solaire en fait amène vraiment une contrainte au niveau de MOND qui va avoir des répercussions au niveau galactique. Donc là, je suis occupé à travailler avec Benoît Famet au niveau pour regarder quelles implications ça a au niveau galactique. De façon plus générale, en fait, le fait de vouloir considérer comme ça des théories alternatives de la gravitation qui vont au-delà des formalismes standards est quelque chose d'extrêmement compliqué, parce que ça peut partir dans tous les sens. Il y a vraiment une classe très large de théories alternatives de la gravitation, et donc ce qui a été réalisé, en fait, c'est de développer en fait, des outils qui soient le plus versatiles possible, qui puissent permettre de considérer un grand nombre de théories alternatives de la gravitation, pour identifier de façon très précise quels sont les effets qui sont produits par des théories alternatives de la gravitation. Donc ça, c'est le type d'outils sur lesquels nous travaillons actuellement et qui sont en fait déjà développés.
Alors quelques mots du futur. Donc là j'ai passé pas mal de temps à présenter les tests actuels de la gravitation, mais il y a pas mal de projets qui sont attendus pour le futur. Alors le premier concerne l'utilisation des satellites Galileo 5 et 6 pour tester le redshift gravitationnel, donc le principe d'équivalence. Donc la constellation de satellites Galileo est l'équivalent européen du GPS, c'est des satellites GNSS qui sont lancés en fait à partir depuis 2011. Et en septembre dernier, les satellites Galileo 5 et 6 ont été lancés à partir d'un Soyouz, et le lancement ne s'est pas bien passé, donc les satellites ne se sont pas retrouvés sur la bonne orbite. En particulier, ils se sont retrouvés sur une orbite qui est relativement excentrique, alors que les satellites Galileo doivent se trouver sur des orbites circulaires. Ce qui fait que ces orbites ont une utilité très très limitée pour l'utilisation du GPS. Donc Galileo 5 et 6 ne seront vraiment pas utiles pour des satellites, pour les utilisations de type GPS. Cependant, l'idée qu'on a eue avec avec quelques collègues donc, du CIRT, c'est d'utiliser en fait les horloges qui se trouvent à bord de ces satellites. Donc il y a des horloges relativement précises dans les satellites Galileo, pour tester le redshift gravitationnel. Et là, par contre, le fait qu'on soit sur une orbite excentrique nous aide de façon considérable. Et donc là, il y a une proposition à l'ESA que nous avons rendue. Nous avons fait pas mal de simulations et nous avons montré qu'on pouvait en fait atteindre une précision qui est de l'ordre de 10-5, ce qui veut dire améliorer le test actuel d'un ordre de grandeur en utilisant ces satellites qui sont en fait déjà en l'air. Alors, le prochain test du redshift gravitationnel qui est attendu sera réalisé par la mission Atomic Clock Ensemble in Space, qui est aussi dirigée donc, par le CIRT. Là, l'idée en fait, est d'aller mettre des horloges très précises sur la station internationale, sur l'ISS, et de comparer ces horloges avec des horloges au sol. Et donc là, c'est également le CIRT qui est le leader dans ce type de test. Et là, on pense à améliorer le test du redshift de la relativité générale par un facteur 35. Donc on améliore de façon relativement considérable. Alors, dans les missions qui volent déjà, donc j'ai brièvement mentionné le fait que Gaia avait été lancé donc, en fin de l'année passée. Donc la mission Gaia, en fait, le satellite Gaia ressemble plus ou moins à cette figure-ci. Le but de Gaia est de faire une carte du ciel, de répertorier à peu près tout ce qui est possible de voir, que ce soit proche ou surtout les étoiles très lointaines, avec une précision dans l'observation qui est vraiment impressionnante puisqu'on atteint la micro-arc seconde. Donc en fait ici ce qui est représenté c'est en fonction du temps, la précision astrométrique, la façon dont elle évolue, et on se retrouve maintenant avec des précisions qui sont vraiment impressionnantes. Et en particulier, en observant tous ces objets dans le ciel, il y a deux tests de la relativité générale qu'on peut faire. Le premier est de voir comment est-ce que la lumière va être défléchie, donc de quelle façon est-ce que la lumière va être défléchie, en observant des étoiles très lointaines. Et le second est de regarder des objets qui sont en fait dans le système solaire, des astéroïdes, et d'essayer de contraindre leur dynamique orbitale, un petit peu comme on fait avec les planètes, pour tester la théorie de la gravitation. Alors juste un petit mot au niveau des astéroïdes. Le gros avantage d'utiliser des astéroïdes pour tester la gravitation, c'est qu'il y en a un nombre impressionnant. Au niveau de Gaia, on pense en observer 200 000. Donc c'est vraiment énorme si on compare aux 8 ou 9 planètes. Et en plus, ils ont des paramètres orbitaux qui sont vraiment très, très divers. Donc ici, vous voyez, chaque point représente des astéroïdes dans un plan où on représente l'excentricité et le demi-grand axe, donc on balaye vraiment l'espace des phases, alors que par exemple les planètes sont essentiellement sur des orbites circulaires, donc on se situe plutôt à des petites excentricités. Ce qui permet en fait de décorréler les différents paramètres dans le FIT, en particulier le moment quadrupolaire du Soleil qui peut poser problème. Alors Gaia va produire des observations astrométriques des astéroïdes, mais je veux aussi mentionner que les Américains de leur côté font des observations radar des astéroïdes, et donc bon, l'idée à très long terme évidemment est d'aller combiner les jeux de données entre l'Europe et les US pour essayer de produire des tests qui soient les plus performants possibles. Alors au niveau des missions spatiales, voilà. Il y a différentes missions qui sont prévues, en particulier la sonde Juno est actuellement occupée à voler et va atteindre Jupiter dans
dans quelques mois. Alors, le but principal de Juno, évidemment, est de comprendre la structure de Jupiter. Mais en allant orbiter autour de Jupiter, ça va nous permettre d'une part d'améliorer en fait la trajectoire, enfin notre connaissance de la trajectoire de Jupiter et ainsi de réaliser des tests de gravitation. Dans le même ordre d'idées, JUICE est une mission qui est planifiée par l'Agence spatiale européenne pour également aller à Jupiter. Même chose au niveau de Bepi-Colombo qui va être lancé d'ici 2 ans vers Mercure et qui va permettre également de réaliser des tests de la gravitation. Donc là aussi, il y a des missions qui sont planifiées. Je voudrais dire un petit mot aussi de tests un petit peu différents. Là, on sort complètement du système solaire. On va aller voir ce qui se passe au centre de notre galaxie. Donc, au centre de notre galaxie, on a de fortes raisons de croire que nous avons un trou noir excessivement massif qui se trouve au milieu de notre galaxie. Et autour de ce trou noir, qui se situe à peu près ici, il y a des étoiles, donc différents soleils, qui orbitent sur des orbites elliptiques. Donc c'est très similaire à ce qu'on fait dans le système solaire. Vous pouvez imaginer le Soleil au milieu avec des planètes qui orbitent ici autour, si ce n'est qu'ici maintenant on a un trou noir et que ce sont carrément les étoiles qui orbitent autour de ce trou noir. Alors comme on peut le voir ici, les orbites sont particulièrement elliptiques. Et donc ça c'est quelque chose de très très intéressant quand on fait des tests de relativité, parce que les tests de relativité sont relativement sensibles à ce paramètre orbital. Et donc là, maintenant, avec les observations les plus récentes qui ont été réalisées en particulier à l'observatoire de Keck à Hawaï, on peut commencer à faire des tests de relativité avec ce type d'observation et donc aller explorer ici en fait un régime tout à fait différent du système solaire qui est le régime en champ fort. On se situe vraiment dans des endroits où la gravité est très 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 forte. En particulier, il y a quelque chose de très intéressant à venir tester qui est ce qu'on appelle la Noether conjecture, ou la conjecture de la calvitie, qui stipule la chose suivante, qui stipule en fait qu'un trou noir ne peut être décrit que par 3 paramètres, sa masse, sa charge et son moment angulaire. Donc en fait, ici au centre de notre galaxie, la métrique de l'espace-temps est relativement simple. Elle est décrite par une métrique très très particulière qui dépend que de ces paramètres-là. Alors c'est quelque chose qu'on aimerait aller tester, voir si ce Noether conjecture est correct ou pas. Et donc il faut aller voir vraiment ce qui se passe au centre de nos galaxies. Et là il y a aussi des projets, en particulier Gravity qui est un projet européen qui ont pour but d'améliorer ce type d'observation, essayer de venir vraiment contraindre la théorie de la gravité à un niveau de plus en plus impressionnant. Alors juste un rapide mot de quelque chose un sujet que je n'ai pas du tout abordé dans cette présentation, qui concerne des tests à champ fort de la relativité générale qui ont été réalisés jusqu'à présent et qui concernent les pulsars binaires. Et donc ça a quand même valu un prix Nobel à Hulse et Taylor, donc je le mentionne brièvement. Donc les pulsars binaires sont donc des objets qui sont très compacts et qui orbitent l'un autour de l'autre. Et en fait, en observant les signaux qu'on reçoit de ces pulsars binaires, on a pu se rendre compte qu'en fait, la période orbitale à laquelle donc, ces 2 objets orbitent l'un autour de l'autre diminue avec le temps. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui est prédit par la relativité générale, et en fait, c'est une évidence indirecte d'émission d'ondes gravitationnelles. Donc ce système émet des ondes gravitationnelles, ce qui veut dire qu'il perd de l'énergie, et donc il orbite de plus en plus proche. Évidemment, dans le futur, ce qu'on espère, c'est faire des observations directes d'ondes gravitationnelles, donc essayer par ce type de détecteur, essayer d'aller détecter directement des événements qui proviendraient donc d'événements gravitationnels assez intenses. C'est quelque chose qui n'a pas encore été réalisé jusqu'à présent, donc toutes les détections d'ondes gravitationnelles jusqu'à présent ont été infructueuses, mais il y a de fortes raisons de croire que dans le futur, on soit, futur proche même, capable de détecter ce type d'ondes gravitationnelles. Et alors un rapide slide de conclusion. Donc, comme je l'ai mentionné au tout début, la relativité générale n'est probablement pas la théorie ultime de la gravitation.
c'est quelque chose pour laquelle la plupart des scientifiques sont aujourd'hui convaincus aujourd'hui. Ce qui nous amène deux challenges, que ce soit au niveau théorique, il faut construire des théories alternatives, mais qui soient sans pathologie théorique, des théories qui soient viables, qui permettent d'expliquer un grand nombre d'observations qui sont à des régimes très très différents, puisqu'on va donc on doit expliquer des observations qui sont réalisées dans le laboratoire, au niveau du système solaire, au niveau des pulsars binaires, etc. Donc c'est vraiment des régimes qui sont très très différents au centre de notre Voie lactée, qui résoudraient les problèmes théoriques. Là je mentionne la théorie quantique de la gravitation ou les problèmes éventuellement liés à la dark matter et dark energy. Et donc ça c'est quelque chose qui est, c'est un pan de recherche qui est extrêmement actif actuellement. Alors évidemment, au niveau observationnel, le challenge il est là aussi, c'est que comme il y a un grand nombre de théories alternatives qui sont construites actuellement, il faut essayer de les contraindre, essayer de faire le tri dans tout ce qui est proposé par les théoriciens. Et donc il faut contraindre un nombre de plus en plus important de théories alternatives, et on cherche des déviations qui sont très petites et qui peuvent être présentes à toutes les échelles. Et donc là, il y a vraiment un challenge au niveau observationnel qui est très important, en particulier au niveau du système solaire. Évidemment, le but de tout ça, c'est d'améliorer notre compréhension fondamentale de la théorie de la gravitation et plus généralement de la physique fondamentale. Voilà. J'ai eu l'occasion de rencontrer ceux qui ont construit le GPS. Je leur ai demandé s'il y avait une différence entre ce qu'ils ont construit et la relativité générale. Et visiblement, ils sont habitués à cette question. Et ils répondent, nous sommes des ingénieurs, pas des physiciens, et même si on ne connaissait rien du tout à la relativité générale, on aurait quand même pu construire le GPS. Ils ont un certain nombre de stations au sol. Ils comparent les réceptions à ces stations de base avec les réceptions qu'il y a ailleurs et ils en trouvent comme ça la position au sol. Alors, je repose la question, ils ont éludé à nouveau, et il faut comprendre pourquoi. Parce que le GPS est construit par les militaires américains et qui n'ont aucun intérêt à dire qu'il y a une différence avec la relativité générale. D'où l'intérêt de la mission Galileo, bien sûr, puisque là, au moins, on n'a pas cette contrainte. Évidemment, en cas de crise, ils défont le GPS. Hein, et donc, il ne faut pas livrer les secrets. Je voudrais faire, disons, deux commentaires, enfin deux informations. C'est que dans un an, il y aura le satellite microscope. Oui, c'est vrai. Hein, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, c'est un oubli. Mais tu connais parfaitement. Donc, quand je parle de l'universalité de la chute libre, dans les prochaines missions qui vont arriver, donc le satellite microscope va être lancé par le CNES, c'est un projet franco-français qui va aller en fait tester l'universalité de la chute libre entre deux objets macroscopiques, mais on va se mettre dans l'espace pour essayer de réduire en fait les bruits de mesure. Et donc là, ça va aussi amener une amélioration dans le test du principe d'équivalence au niveau de l'universalité de la chute libre. Oui, merci de me recadrer. Alors, ce que je signale, il paraît que le LHC vient de recommencer. Oui. On fait tourner les protons de nouveau, quoi. Oui, voilà. Mais donc, eux, ils cherchent par contre la matière noire. Mais ça, c'est La question est très simple. Vous avez parlé de la gravitation, de la relativité à l'échelle macroscopique, c'est-à-dire à grande échelle. Que se passe-t-il à l'échelle atomique? Alors, j'en ai touché un petit mot dans les tests du principe nouveau d'équivalence. Au niveau atomique, en utilisant donc des interféromètres atomiques, on parvient à mesurer l'accélération gravitationnelle, le petit g. Et donc ça, si Peter Wolf aurait été là, c'est vraiment son domaine d'expertise. Et donc là, on n'a évidemment pas les mêmes types de précision que ce qu'on a au niveau macroscopique, mais on fait des choses tout à fait remarquables au niveau microscopique aussi. Et c'est au niveau essentiellement des interféromètres atomiques. Merci, votre exposé était formidable. Jamais j'ai eu autant de... vous avez montré tant de tests pour la gravitation. Généralement, on montre toujours LIGO et Virgo qui m'énervent et qui ne marchent pas. Bon. Alors, merci beaucoup.
Maintenant, je voudrais vous poser une petite question. C'est sur le principe d'équivalence d'Einstein. Oui. Est-ce que dans votre ascenseur, la lumière est courbée par l'accélération? Oui. 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 Donc vraiment, c'est strictement équivalent à la gravitation. Oui, oui, oui. Bon, le problème de la déflexion de la lumière, c'est qu'il y a une partie qui vient du principe d'équivalence et une partie qui vient des équations, enfin, de la suite. Mais de fait, on peut prédire la déflexion de la lumière déjà à partir de... Donc c'est bien courbé dans l'ascenseur. Oui, oui, oui. Ouais. Après ça, je me demande comment on fait pour continuer à croire à monde, alors que ça explique parfaitement le mouvement dans les galaxies, mais ça n'explique pas la courbure de la lumière, puisque c'est une question d'accélération au-dessus ou en dessous de 10-10 mètres par seconde. Oui, alors... Bon, le problème de Mond tel que je l'ai présenté là, je l'ai présenté au niveau newtonien. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un grand nombre de théories relativistes de Mond qui ont été développées, là. que ce soit du TVS, que ce soit... Bon, il y a vraiment un grand nombre de gens qui se sont attelés à développer des extensions de Mond qui soient cohérentes au niveau relativiste. Et donc, certaines de ces extensions prédisent la déviation de la lumière. Évidemment, si une extension ne prédit pas la déviation de la lumière, c'est quelque chose qui est mort d'un point de vue expérimental. Mort. Mais il y a des modèles qui prédisent correctement la déviation de la lumière. Oui. Donc les mondes relativistes, ça fait au moins 20 fois que je pose la question, personne ne veut me l'expliquer, mais ça résout tout. Pardon ? Bon, je dis monde relativiste. Personne, j'ai posé 20 fois la question, personne n'a voulu me les expliquer. Hein, mais par contre, ça résout le problème de la courbure géospatiale. Les théories de type Mond, qu'elles soient relativistes ou non relativistes, marchent très bien au niveau galactique. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui, que ça marche bien au niveau galactique. Maintenant, le fait de construire une théorie relativiste qui marcherait au niveau cosmologique, qui soit cohérente au niveau théorique et qui reproduirait du Mond au niveau galactique, c'est quelque chose de pas facile du tout. Bon. Et donc là, il y a vraiment des gens qui travaillent là-dessus actuellement. En particulier Luc Blanchet à l'IAP qui développe ce type de théorie. Et c'est vraiment une tâche qui n'est pas évidente. Je suis tous les jours, toutes les semaines à côté de lui. Simplement une petite question de base, moi qui suis néophyte. Je crois que la lumière est une onde et en même temps une particule. Qu'en est-il de la gravité? A-t-on découvert des gravitons? Merci. Donc là, c'est tout le problème de la gravitation quantique. Donc, c'était dans un de mes tout premiers slides. Et c'est bien ce qui nous motive à aller au-delà de la théorie de la relativité générale. La relativité générale, telle qu'on l'applique actuellement, c'est une théorie qui est classique. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on ne cherche à la quantifier. Quand on essaye de la quantifier, de fait, on prédirait l'existence d'un graviton, qui est l'équivalent du photon, une particule donc, qui serait le médiateur de l'interaction gravitationnelle. Cette particule n'a jusqu'à présent jamais été observée. Et là, maintenant, dans les théories quantiques de la gravitation, il faut aller en fait, modifier la théorie de la relativité générale pour faire une quantification qui soit propre. Et donc c'est aussi des choses qui sont en développement et qui sont extrêmement compliquées. Monsieur. Alors je parlerai fort aussi. Est-ce que les expériences, je me rappelle, Casimir, c'est les plaques qui sont très proches. Est-ce qu'elles sont prises à l'intérieur de ceci? Et ma deuxième question, c'est a-t-on une hypothèse de variation de la période en fonction du champ de gravitation? Bon, vous avez pris Alice et son lapin à Tour Eiffel. Bon, il y a une variation donc de période. Oui. Est-ce qu'on a une idée de la raison de cette variation? Oui. Vous parlez des horloges, pas des systèmes binaires. Donc au niveau des horloges, tout simplement, les horloges en fait mesurent, donc, comme je l'ai dit ici, une quantité qui est une quantité invariante de la métrique de l'espace-temps. Et donc en fait, ce que mesure une horloge vraiment, c'est quelque chose de local. C'est vraiment quelque chose qui est lié à son environnement propre. Et donc si en fait on développe en fait, cette expression-ci, pour des métriques type celle de la Terre, vous montrez directement qu'en fait, au premier ordre, ça dépend directement du champ gravitationnel. Donc c'est quelque chose qui provient tout simplement du fait que en fait, les horloges, elles vous fournissent une mesure de ce ds carré. Alors, le Casimir, oui, il y a pas mal de gens qui travaillent là-dessus. Ça se situe en fait ici.
Donc quand je dis qu'il y a une grosse communauté qui travaille pour les tests de gravitation à très courte échelle, à ce moment-là, on se retrouve confronté à des problèmes de type Casimir, puisqu'on va essayer de voir comment la gravitation influence par exemple entre deux plaques, et donc là il y a l'énergie du vide qui commence à intervenir, etc. Et donc les gens, ils luttent contre ce type de problème, et donc ça se situe vraiment ici. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois qu'on tient à vous remercier beaucoup, parce que faire ça au pied levé, c'est formidable et c'était extrêmement clair. Et on a vu qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore du travail à faire. On n'est pas au bout du...